Y a-t-il un pilote dans l'assiette? Anne, bonjour. Bonjour ma chère Charlotte. Je suis vraiment ravie de te retrouver pour cette saison avec une chronique qui s'annonce passionnante et sur laquelle vraiment je me questionnais, mais qu'est-ce que donc que la marmite norvégienne? Alors écoute, c'est un principe que j'avais en tête depuis un moment et que vraiment j'ai redécouvert en profitant pour en fabriquer une cet été. Le principe d'une marmite norvégienne, et on va expliquer ce que c'est que cet objet, c'est de conserver la chaleur sans consommer d'énergie. Donc c'est un principe très économe, on adore. Donc le tout, c'est de démarrer une cuisson dans un récipient, une marmite avec un couvercle, idéalement, sur le feu, le gaz, l'électricité, ce qu'on veut. Et ensuite, cette cuisson, on va la prolonger hors du feu en emmitouflant la marmite chaude. On va l'isoler. Exactement. Alors, dans des couvertures, à minima, ou alors même dans une caisse isotherme pour de meilleures performances, si on a quelque chose de plus élaboré. Alors, c'est un principe qui est utilisé depuis des siècles. On a Mireille Saint-Paul, qui est l'autrice de Cuisiner avec une marmite norvégienne aux éditions Terre Vivante, qui évoque même la tradition hébraïque, parce que durant le Shabbat, c'est interdit d'utiliser le feu. Donc, il fallait trouver d'autres moyens de conserver la chaleur. Excellent. Et donc, j'imagine que ça nous vient de Norvège, si ça s'appelle comme ça. Alors, plus ou moins. Disons que comme c'est un principe de conservation de chaleur, si tu veux, on peut le retrouver dans différentes cultures à travers les siècles. L'expression marmite norvégienne, elle est typiquement française parce qu'en anglais, on va parler d'une hay box, c'est-à-dire une boîte à foin, parce que le foin peut être utilisé comme isolant. Et pourquoi en français on l'appelle marmite norvégienne? C'est parce que à l'exposition universelle de Paris en 1867, sur le pavillon de la Suède et de la Norvège, on pouvait trouver des cuisines automatiques norvégiennes qui s'inspiraient des fermières de Norvège qui conservaient la chaleur en glissant leur marmite dans le foin séché. Donc tout bête. Voilà. Nous aujourd'hui, on n'a pas forcément une botte de foin, mais on peut y glisser sous les coussins du canapé ou une couverture, etc. Donc le principe est connu depuis plus d'un siècle. Il a été utilisé beaucoup pendant la Première Guerre mondiale par rapport aux pénuries d'énergie. Et aujourd'hui, avec les augmentations du coût de l'énergie, etc., ça reprend d'autant plus son sens. Alors, les super pouvoirs de la technique, parce qu'aujourd'hui, du coup, on ne parle pas d'un plat ni d'un ingrédient, mais d'une technique, c'est évidemment les économies d'énergie. On a commencé à l'évoquer. Pour Mireille Saint-Paul, il y a au moins 50% d'économies. On est sur une cuisson low-tech, et c'est vrai que on vous réexpliquera le principe juste après. On va démarrer la cuisson quelques minutes sur le feu jusqu'à atteindre une bonne température, une ébullition par exemple, et ensuite on coupe le feu et on termine pendant 1 heure la cuisson à couvert sans avoir besoin d'utiliser davantage d'énergie. Autre super pouvoir, on n'a pas besoin de surveiller, il n'y a pas de casserole qui déborde avec le principe de la marmite norvégienne, donc on peut vaquer à ses occupations, voire on peut même quitter la maison, ce que l'on ne fait pas quand on a du lait sur une gazinière par exemple. Et puis troisième super pouvoir que je voulais vous partager, c'est que quand notre système de marmite norvégienne est suffisamment petit, c'est transportable, c'est-à-dire que les petits modèles de caissons isolants, on peut les emporter en pique-nique et donc on peut manger tout chaud à son pique-nique comme on transporte une glacière. Donc effectivement, ça a l'air d'être une technique très pratique, très économe. Mais cette cuisson, parce que c'est une cuisson au long cours, ça va prendre du temps pour cuisiner. Ça doit être, ça a des super pouvoirs, non? C'est quelque chose qui va permettre une bonne digestion, une bonne cuisson des aliments. Est-ce que ça se quantifie de cette façon-là? Alors, pas exactement. C'est-à-dire que on va pas avoir une différence aussi significative qu'entre, par exemple, vapeur douce et vapeur sous pression. Voilà, où la vapeur sous pression, le fait que la vapeur soit concentrée va beaucoup plus déstructurer l'aliment, alors que à la vapeur douce, il va y avoir beaucoup moins de déstructuration. Donc là, le fait qu'elle soit prolongée dans le temps, ça va pas apporter des propriétés nutritionnelles ou meilleures supplémentaires. Okay. Pas forcément. En tout cas, c'est très pratique. Oui. On a bien compris. On réduit quand même 50% de son énergie et c'est pas rien. Et oui, minimum, parce que quand on regarde, par exemple, pour cuire des lentilles, on va les laisser 5-10 minutes sur le feu. Les lentilles, ça cuit entre 20 et 25 minutes sur le feu. Et là, on a économisé plus de la moitié du temps. Et donc j'ai découvert cette technique moi avec un aventurier des temps modernes qui s'appelle Corentin de Châtel-Perron et qui est parti à la recherche des low-tech partout dans le monde. Il fait plein d'aventures hyper inspirantes et tout ça. Et en ce moment, il était en ville à Paris pour montrer qu'on peut cuisiner avec la low-tech
facilement dans son appartement. Oui. Et donc, sur son plan de travail, il y a un trou pour mettre la marmite et dessous, il y a cette marmite norvégienne encastrée en fait dans le plan de travail. C'est très pratique, ça a l'air hyper... Déjà, c'est hyper design, oui. C'est super beau. Et donc, c'est là que j'ai compris qu'il y a plein de façons de faire une marmite norvégienne. Exactement. Alors là, tu parles de ces personnes qui prévoient dès la conception de la cuisine un espace pour insérer la marmite norvégienne. Effectivement, c'est génial. Alors, il suffit d'avoir un tiroir ou un placard où on va loger sa marmite. Après, on a aussi des modèles qui sont plus mobiles. Ça peut être tout simplement des cartons empilés les uns dans les autres. Ça peut être un panier garni de laine ou de couverture. Ça peut être une glacière avec de l'isolant en différents matériaux. Ça peut être du foin, ça peut être du papier mâché, ça peut être plein de choses. Alors, on a Raphaël Vidaling dans Marmite norvégienne aux éditions Tana qui propose plein de modèles, de formes différentes de marmite norvégienne. Peut-être la plus courante, c'est celle qu'on va aussi trouver dans le commerce, qu'on peut fabriquer en couture en tissu, en forme de cloche façon bonnet de théière, où on va simplement rhabiller d'un coussin en forme de cloche notre marmite. Alors, Raphaël Vidaling, elle a testé les performances par rapport à la descente en température, c'est-à-dire qu'une fois que on a coupé le feu en dessous, forcément la température va descendre progressivement, comme dans une glacière, la température de froid, elle va augmenter progressivement au fil du temps. Donc elle s'est aperçue qu'il y a une meilleure conservation de la chaleur quand on va utiliser un réflecteur à l'intérieur de son système. Et ça tombe super bien parce que c'est exactement comme ça que Marion Lesbidouilles m'a appris à les fabriquer au stage que j'ai fait cet été. Marion Lesbidouilles, on vous donnera les coordonnées de sa page Facebook. Vous allez pouvoir retrouver ce qu'elle propose. Et donc, j'ai trouvé un grand panier que j'ai garni avec des couvertures. Et puis ensuite, j'ai tapissé avec un pare-soleil de voiture, un vieux pare-soleil qu'on a découpé, qu'on a ajusté. Sur le fond du pare-soleil, j'ai posé un dessous de plat en liège sur lequel je vais venir déposer ma marmite toute chaude. Ensuite, je la garnis d'un gros coussin que je remets par-dessus le couvercle du panier et ça conserve super bien la chaleur. Oui, parce qu'en fait, l'idée, c'est vraiment d'épouser la casserole au maximum. Il ne faut pas qu'il y ait d'air. Exactement. C'est-à-dire que les performances, s'il y a de l'air autour de la casserole, elles sont amoindries, la température descend beaucoup plus vite. Alors que si on épouse bien les formes de sa casserole, et là, au contraire, la chaleur est conservée beaucoup plus longtemps. Le problème de la descente en température, c'est qu'il peut y avoir un risque au niveau microbiologique. Alors pour des produits fermentés comme le yaourt, on vous en reparlera tout à l'heure, c'est génial de faire des yaourts à la marmite norvégienne. C'est pas un souci de rester 24 heures hors du frigo parce que les ferments qui se développent dans le yaourt le protègent des autres micro-organismes indésirables. Mais attention, avec des plats qui sont pas fermentés et on cultive pas exprès les bactéries bénéfiques, il y a un risque de prolifération microbienne. Le plat peut tourner au moment où la chaleur décroît. Donc, ce sont des plats qu'il ne faut pas garder plus de 1 à 4 heures dans la marmite norvégienne pour des raisons de sécurité alimentaire. Donc, maximum 4 heures, c'est ça, entre 1 et 4 heures dans la marmite norvégienne, en fonction du plat qu'on cuisine. Ça va dépendre du plat, effectivement, et voilà, il faut rester vigilant. On peut utiliser aussi une sonde qu'on va glisser à l'intérieur du plat avec un fil fin qui va permettre de ne pas soulever le couvercle pour surveiller aussi sa température depuis l'extérieur de la marmite, c'est possible. Quelles sont les recettes? Comment est-ce qu'on cuisine avec une marmite norvégienne? Alors ça s'applique particulièrement bien aux plats mijotés comme le pot-au-feu, les soupes, que ce soit les soupes qu'on va mixer ou le minestrone, des mijotés comme la ratatouille, les currys, les tagines, purées, compotes, risotto, riolet, etc. Tout ça c'est super parce que ça va permettre déjà de cumuler la chaleur au moment de la cuisson sur le feu et ensuite la chaleur concentrée va continuer à imprégner les aliments et à faire évoluer la cuisson. Alors on peut l'utiliser aussi pour ce qui est vapeur ou bain-marie pour faire des œufs cocottes ou des flans. Et on peut l'utiliser, ça c'est génial, comme chambre de pousse ou d'incubation. Chambre de pousse pour faire pousser du pain ou des brioches. Voilà, quand il fait frais, ça permet d'éviter d'allumer son four et puis de garder de la chaleur. On met simplement une coupelle d'eau au fond, une coupelle d'eau très très chaude, ou bien on place une bouteille d'eau chaude à proximité et ça garde la chaleur. Moi, je m'en sers pour faire fermenter mon yaourt. J'ai pas de yaourtière, j'utilise ce système-là. On peut faire aussi des boissons fermentées maison, etc. Donc, c'est super génial. L'autre avantage, j'imagine, tu l'as dit tout à l'heure, on pouvait l'emmener même en pique-nique, c'est de maintenir au chaud. Exactement, donc ça permet de faire l'inverse de la glacière, ça permet de faire thermos en réalité. Ça permet aussi d'y placer la marmite au moment où, tu sais, on attend que tout le monde soit arrivé autour de la table quand on a appelé 1 fois, 2 fois, 3 fois. On pique plus de crise, on attend juste à côté de sa marmite norvégienne. On en pique moins, ça dépend de son tempérament.
En temps de cuisson, ça va représenter combien de temps, par exemple, je sais pas, pour une compote? Alors, pour une compote, il va falloir compter sur le feu 5 à 10 minutes en fonction de la fermeté du fruit. Par exemple, si c'est des pommes un petit peu fermes, on va les laisser se ramollir un tout petit peu sur le feu pendant 10 minutes. Si elles sont plus tendres, 5 minutes, ça va suffire. Et ensuite, il va falloir compter moins d'1 heure dans la marmite. Voilà. Oui, donc il n'y a pas besoin de cuire vraiment jusqu'au bout. Hein. La cuisson va se faire vraiment dans la marmite. Mais bien sûr, il ne faut surtout pas aller jusqu'au bout. C'est-à-dire que jusqu'au bout, c'est la marmite qui s'en occupe. On amorce la cuisson en concentrant la chaleur à l'intérieur du récipient qui doit être bien couvert. Il faut absolument mettre son couvercle sur la marmite et ne surtout plus l'ouvrir une fois qu'on a concentré la chaleur à l'intérieur avec toute la vapeur que ça a formée. Hein. Les pommes qui cuisent, ça fait de la vapeur. Donc on conserve la vapeur à l'intérieur et vite on l'emmitoufle à l'intérieur de la marmite norvégienne pour garder cette chaleur là et que la cuisson se termine. Pour des carottes qui sont un légume dur, on va déjà les couper en rondelles, ça ira plus vite, des petits morceaux. C'est 5-10 minutes sur le feu et environ 3/4 d'heure dans la marmite. Et des lentilles? Les lentilles sur le feu 10 minutes et dans la marmite environ 1 heure. Donc pour des petites choses tendres comme ça, on va pas mettre plus d'1 heure. Alors est-ce que ça nous prend beaucoup plus de temps à nous ? Pas tellement, parce qu'en fait, il s'agit juste d'une question d'organisation. Moi, souvent, je mets dans ma marmite le matin au réveil, et puis voilà, avant de partir au boulot, c'est déjà cuit, j'ai plus qu'à placer au frigo, etc. Donc, c'est une histoire d'anticipation, d'organisation. Et par exemple, ce qu'on peut anticiper aussi, qui va faire gagner du temps, c'est le trempage. Le trempage des graines, comme les céréales, c'est-à-dire le riz, l'épeautre, le quinoa, ou des légumineuses comme les lentilles, les pois chiches. Donc, on les fait tremper à l'avance. En plus, alors ça va diminuer le temps de cuisson, et en plus, ça va être très intéressant par rapport à l'acide phytique que contiennent les graines. L'acide phytique, c'est ce qu'on appelle un antinutriment. C'est une substance qui permet à la plante de pas commencer à germer et ça inactive ces minéraux. Donc le problème, c'est que nous, si on consomme des graines qui contiennent encore tout leur acide phytique, ça nous empêche d'assimiler les minéraux et c'est quand même super ballot. Le fait de tremper la graine, ça la réveille, ça la réactive et ça détruit l'acide phytique. Donc trempage des graines, on détruit l'acide phytique, ça cuit beaucoup plus vite, on est ravis. Et pour les yaourts dont tu parlais tout à l'heure? Mais oui, alors comment est-ce qu'on fait avec les yaourts? Alors moi, avant d'avoir ma marmite norvégienne, tout simplement, j'utilisais une sorte de couscoussière. Donc j'ai une marmite au fond dans laquelle je verse de l'eau très très chaude. J'ai mon panier vapeur au-dessus dans lequel je place mes pots avec mon lait ensemencé avec du yaourt. Je remets le couvercle et j'emmitoufle ça dans des couvertures. Et ça marche très très bien. Et on peut laisser ça 24 heures à température ambiante. D'autant que si on laisse les yaourts 24 heures à température ambiante, on les débarrasse du lactose. Et pour les personnes qui sont intolérantes, ça permet de beaucoup mieux digérer et d'en consommer quand même. Est-ce que il y a eu des ratés dans ton expérience de marmite norvégienne? Pas pour le moment, parce qu'au final, qu'est-ce que c'est un raté? Ce serait que le plat soit pas suffisamment cuit. S'il n'est pas suffisamment cuit, on le remet sur le feu. Oui, finalement, on a pu faire notre jogging et ça, c'est super. On est bien d'accord. Merci beaucoup, Anne. La marmite norvégienne, c'était l'avenir du siècle dernier, ce sera l'avenir des prochains siècles, c'est sûr. Pourquoi pas essayer et puis envoyez-nous vos commentaires. On sera ravis d'avoir votre expérience. Merci beaucoup, Anne. Avec très grand On plaisir. rappelle que toutes les références, donc les bidouilles de Marion, sa page Facebook, Corentin de Châtel-Perron, etc. L'ouvrage aussi dont tu nous as parlé, Mireille Saint-Paul, cuisiner avec une marmite norvégienne, tout ça, c'est en commentaire du podcast. Voilà, absolument, on retrouve les liens, on n'a plus qu'à cliquer dessus. Et la semaine prochaine, on se retrouve pour un remède de mal de gorge. Entre autres, parce qu'il a tellement de super pouvoirs, c'est le miel. Bien sûr, c'est le miel. Merci Yann, et à la semaine prochaine. Avec bonheur, belle semaine à vous. Cette chronique vous a plu ? Alors participez-y en posant vos questions à Anne-Claude à l'adresse contact@radioalto.info.